suis originaire de Bretagne. J'ai passé mon CAP boulanger chez mon père en Bretagne. Et j'ai été recruté par un boulanger breton à Paris. Donc c'est comme ça que je suis parti à Paris et rejoindre tous mes autres frères qui étaient aussi boulangers à Paris. Et voilà, je suis resté une dizaine d'années à Paris en hésitant à m'installer la première fois à mon compte, parce que j'entendais souvent mes patrons qui disaient ah ouais, il y a encore ça qui est en panne, il y a encore ça à réparer, ça coûte cher, on s'en sort pas. Et voilà, j'ai longtemps hésité là-dessus. Et puis au fur et à mesure de travailler, de travailler aussi dans des boulangeries avec des fours à bois où je travaillais devant les gens et tout ça, j'ai pris confiance et puis je me suis dit tiens, finalement, pourquoi j'irais pas quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis installé la première fois pour une première boulangerie. T'avais quel âge? 29. Et du coup, ça, c'est quand t'es venu ici. Donc là, Non, t'as eu ça ta première boulangerie c'était à à Paris. Paris. J'ai acheté un terrain à 70 km de Paris, on va dire dans la proche banlieue de Paris où tous les gens ont leur maison de campagne. Et j'ai tout construit, le bâtiment, j'ai tout fait, le carrelage, l'électricité, la plomberie, j'ai tout fait. Et j'ai tout acheté mon matériel d'occasion et donc ça a marché tout de suite et on a gardé cette boulangerie-là un an dans un petit village de 800 habitants où on devait travailler juste à deux avec ma femme et moi. Et on a fini à 10 dans cette boulangerie au bout de 5 ans. À 10 à travailler là-dedans dans un petit village de 800 habitants. Avec la queue tous les week-ends, une queue de 15 mètres dehors. Les gens faisaient la queue pour acheter des baguettes par main pour mettre au congélateur. Et voilà, c'était une des rares boulangeries avec du pain cuit au feu de bois. Et c'est là qu'on a fait notre premier million, voilà, en 5 ans. Alors, c'était le tout début de la... Tout le monde connaît ça maintenant, la tradition française. C'était le tout début de la tradition française avec mon meunier qui avait relancé ça. Et donc moi, je fabriquais tout à la main, je façonnais à la main, je cuisais au feu de bois, je travaillais devant les gens. Et donc, c'était pas commun, c'était nouveau. Et puis, bah, voilà, j'étais sûr de la qualité de ce que je faisais. Donc, les gens venaient. Et c'est vrai que cette baguette avait un goût de dingue, quoi. Donc, ça a été le succès tout de suite. On s'est fait déborder. Et on a formé des apprentis, on les a gardés. On a reformé d'autres, on les a gardés. Et on a fini à une dizaine dans un petit village de 800 habitants où on aurait dû faire même pas 100 000 euros de chiffre et on a fait 500 000, quoi. Et ça, t'es resté combien de temps du coup? 5 ans. On a tout vendu au bout de 5 ans. Et donc, la revente du fonds, des murs et des bénéfices qu'on a fait là-dedans a fait qu'on a gagné 1 million en 5 ans. Et du coup, tu décides après de venir t'installer De ici. venir sur la côte atlantique, vu que ça marchait bien, je me suis dit, bah, tiens, on a les moyens, on va repartir où m'emmenaient mes parents en vacances quand on était petits. On a eu la chance de partir en vacances toute notre jeunesse pendant 4 semaines tous les étés sur la côte atlantique. Et donc, je suis arrivé à Saint-Palais, qui était une des destinations qu'on avait fait avec mes parents. Donc, j'ai visité dans le coin et puis je suis tombé sur Méché que je connaissais pas et j'ai retrouvé plutôt une authenticité dans ce village et on a décidé plutôt de s'installer ici. Et donc, on a recréé la deuxième boulangerie et rebelote, on a refait exactement le même concept. Ça a fait le même chiffre d'affaires, le même nombre d'employés en rien de temps, quoi. C'est vrai que moi, je me souviens quand tu t'es installé, parce que j'étais jeune, tu sais, il y avait un peu ça semblait un peu être concept, enfin, c'était un peu un nouveau concept. Ouais, c'est ça, côté boutique, on voyait vraiment le fournil où on faisait le pain et où on cuisait. Et derrière le comptoir où les vendeuses servaient, on voyait tout la pâtisserie, où on voyait les gens. Donc ça donne déjà une confiance aux gens parce qu'ils voient ce qu'on fait. Et puis l'échange avec les gens, il y a que ça de vrai. Quand tu échanges avec les gens, que tu parles, que tu leur expliques pourquoi, l'histoire et tout ça, ben, ils adhèrent forcément. Après, il y a pas que ça, hein. Il y en a plein de boulangeries depuis qui ont ouvert comme ça, avec un parking, en cuisant devant les gens et tout ça, mais tout le monde n'a pas réussi parce que, d'ailleurs, celui qui a repris ma boulangerie où j'étais à côté de Paris, au bout d'un an et demi, c'était fermé. Il n'y a même pas eu de redressement judiciaire ni rien, ça a fermé direct tellement il s'est planté d'un coup, quoi. Parce que bah, lui, il n'avait pas déjà le contact avec les gens, il ne présentait pas très bien, le contact avec les gens, et puis aussi refaire la même qualité. C'est quelqu'un qui avait pris, c'est pas quelqu'un que tu avais formé, il a pris derrière toi. Je suis resté 2 mois avec lui, et pourtant je lui ai dit, attention, fais pas ça, il a voulu changer de farine, j'ai dit là, tu fais une grosse erreur de changer de farine, plein de petites choses, et puis pour moi, la moitié de notre réussite, c'est quand même le contact. Même si on fait du bon pain, si tu as un connard ou une connasse à l'accueil qui ne sait pas accueillir les gens, qui leur parle mal et tout ça, c'est une partie des gens qui s'en vont, quoi. Donc c'est un tout. Et là, il y avait rien du tout, quoi. Ça allait pas, quoi. Ouais.
Nous, on le voit au biki et au bowling. Souvent, nos avis sont sur les employés. L'accueil qu'ils reçoivent de nos employés, il n'y a pas que sur le lieu. Il y a souvent on a souvent des commentaires sur l'accueil des employés. Et on a pas mal investi, mais bon, on était sûr du truc et ça a marché tout de suite. Il n'y a même pas eu à attendre. On a démarré direct sur une saison, ça a cartonné tout de suite. D'ailleurs, c'est peut-être une saison où tu es venu, toi, Jordi, faire des petites tartes la nuit Je sais pas. pour te payer tes pains au Je chocolat. suis pas au courant de ça. Du coup, t'as quel âge quand tu t'installes à Méché? 35. Ok, et tu l'as exploité combien de temps? Pareil, 5 ans. 5 ans et demi, le temps que l'idée du bowling germe. Et du coup, donc, t'es dans ta boulangerie, à côté il y a un grand champ, une prairie, qui est Ouais. pas encore à toi, si, Non, directement? Non. non, par contre, je connais les propriétaires, puisque c'est les mêmes avec qui j'avais déjà acheté euh, la boulangerie qui était une poterie avant, plus j'avais racheté déjà une petite parcelle pour faire la boucherie qui existe actuellement. Et puis voilà, au fur et à mesure d'entendre, d'échanger avec les gens, où le sujet du bowling revenait régulièrement à nos oreilles. Ouais, il n'y a rien, on s'emmerde à Royan, il n'y a rien à faire et tout ça, on n'a pas de bowling, machin. J'ai dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Et là, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai pris ma voiture, je suis allé faire un tour de France, de voir ce qui se passait dans ce monde-là. Et puis, ça a été une évidence tout de suite que c'était encore un métier d'accueil, un métier que je savais déjà faire, puisque j'échangeais déjà beaucoup avec les gens. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a d'abord cherché quand même à trouver une parcelle sur Royan. Là, on n'a reçu aucun accueil enthousiaste, on va dire. Aussi bien de mairie de Royan que de Saint-Georges-du-Donne. C'était sur les deux où j'avais cherché, où personne nous a vraiment ont voulu nous accompagner et nous chercher une parcelle. Voilà. Donc, bah, je me suis tout de suite retourné vers les parcelles à côté. J'ai appelé les cousines, 3 cousines qui sont propriétaires de toutes les parcelles qui étaient à côté. Et puis là, ça s'est fait très vite. Elles ont accepté tout de suite l'offre, puisque ça devait être un lotissement qui devait se faire. Donc voilà, j'ai acheté au prix qu'elles devaient vendre pour le lotisseur. Et puis voilà, ça s'est fait très vite comme ça. Moi, je sais que j'ai entendu dire que t'étais fou. Qu'est-ce que, tu vois, Bah, moi, j'entendais pas ça, parce que moi, ceux qui me parlent, c'est ceux qui, qui m'apprécient plutôt. Donc, j'avais pas ce son de cloche-là. Moi, j'avais plutôt des gens qui étaient enthousiastes et qui pensaient que c'était une bonne idée. D'ailleurs, j'ai des personnes qui sont venues me voir, qui auraient voulu m'accompagner sur le projet et tout ça. Donc, j'aurais dit non, que moi, je voulais y aller tout seul. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et non, j'ai bah, toujours pareil, hein, alors, faut pas prendre la grosse tête, mais quand tu réussis 2 fois sur 2 boulangeries, tu es un peu sûr de ce que tu fais. Et je me suis jamais dit, je prends un risque en faisant ça. J'étais persuadé que ça allait marcher, surtout en activité comme ça, où on a entre guillemets le monopole, où il n'y a personne. Ça me semblait évident que ça allait marcher. Surtout qu'on savait comment on travaillait, comment on accueillait les gens. Je dis, j'ai fait le tour de France des bowling, j'en ai vu. C'est c'est chaud, hein, c'est vieux, c'est pas, l'accueil est pas top. Enfin, il y en a plein des comme ça. Comme dans n'importe quel métier, tu as des bons, tu as des mauvais partout. Donc, il y en a beaucoup qui adorent notre bowling pour la déco qu'il y a dedans. Moi, c'est vrai que quand je me déplace, que je vais voir d'autres bowling qui ont, là encore, un dernièrement, qui a été sacré un des plus beaux bowling du monde, c'est complètement différent, c'est plutôt hyper moderne. Ouais, c'est bien aussi, mais moi, c'est pas mon style, donc je vois ça autrement. Du coup, on revient un peu à la création. T'as vraiment, tu surfes sur la confiance que t'as en toi, quoi. En fait, enfin, Ouais. c'est toi, t'es sûr que ça va le faire et y a pas eu, t'as pas eu d'obstacle. Enfin, déjà, j'étais persuadé qu'il y avait des gens qui t'avaient dit que ça serait pas une bonne idée, tu vois. Je pensais que t'avais un peu combattu ce truc-là. Non, par contre, à la création du projet, euh, j'ai fait tout mon prévisionnel, déposé le permis de construire, et là, d'un coup, quand on l'annonce, ah bah là, il y a, comme font souvent quelquefois les journalistes, on t'annonce, ah bah ouais, mais il y a un tel qui veut en faire un, et un tel qui... Puis finalement, on s'est retrouvé, on était presque 3 ou 4 à vouloir faire un bowling dans le coin, quoi. Donc, là, c'est des boules parce que même si j'ai réussi dans deux autres affaires, je suis pas non plus milliardaire, quoi. Donc là, tu te dis, on investit quand même 2 millions d'euros. Est-ce que là, je vais pas tout foutre au tapis, quoi. Alors, j'ai rencontré un de ceux qui était le plus sérieux pour en monter un, c'était le bowling de La Rochelle. Donc, on s'est rencontrés puisqu'on se connaissait plus ou moins déjà parce que il avait monté son affaire avec un ex-beau-frère.
Donc on s'est rencontrés et puis il a compris, il a dit: «Non, ça sert à rien qu'on aille tous les 2, c'est sûr», Puis bon, moi je faisais vraiment une construction propriétaire, un truc beaucoup plus gros déjà avec multi-activités et lui c'était juste un bâtiment qu'il avait trouvé en location pour mettre quelques pistes de bowling. Nous, je sais, quand le bowling s'est créé, il y en a plein qui disaient qu'il était fou. Enfin, tu sais, t'as toujours les gens, t'as toujours contre toi ceux qui peuvent pas le faire, tu sais, qui ont pas les moyens. Enfin, t'as toujours des gens qui font des ragots. Et il y avait une légende pendant un moment qui avait persisté sur le fait que, tu sais, c'était pas normal qu'ils réussissent, qu'il y avait forcément. Quand tu réussis et qu'en plus personne, il n'y a pas d'accroche pour lutter, les gens ils trouvent toujours quelque chose, quoi. Et à un moment donné, c'était ça. J'en avais entendu dire qu'ils vendaient des armes. J'ai toujours une caloche dans le coffre de la voiture, mais au point d'en vendre, faut pas exagérer non Tu vois, plus. c'est le genre de truc que je vais isoler. Je vais juste mettre ça en fait sur Instagram. Mais Ah, tu vois, ce week-end, il y a eu des rumeurs comme quoi j'allais faire un spa libertin en plus dans la création du karting. ça et la calage, ça va vraiment cartonner sur Insta. Tu vois, je vais mettre ça juste bout en bout, ça va être top. Et en termes, enfin après, de manière plus terre à terre, mais au niveau banque et tout ça, tu pouvais surfer sur tes réussites pour. T'avais la confiance, Eh quoi. ben, pas du tout. Enfin, moi, oui, mais les banquiers, non. À l'époque, j'ai pris un courtier parce que là, c'était vraiment plus gros que tout ce que j'avais fait. D'habitude, je faisais. Moi, je le fais encore, hein, je fais mes prévisionnels moi-même. J'ai jamais fait d'études de marché ni rien. Je sais faire mes prévisionnels et je connais mon milieu. Sauf que là, dans le bowling, je connaissais pas trop. Et j'ai réussi quand même à faire un prévisionnel qui tenait la route, mais sans faire études de marché. Donc là, j'ai pris un courtier qui a déposé mon dossier dans une quinzaine de banques et il n'y en a qu'une seule qui m'a suivi, quoi. Et il y a qu'elle qui m'a fait confiance pour cette affaire, quoi. Donc ça a été très tendu. Et là encore maintenant, pour le karting, là, ça faisait, à cause du Covid, ça faisait déjà 2 ans qu'on était en galère et qu'on avait du mal à se faire financer. Alors après, je comprends les banques aussi, vu l'incertitude qu'il y avait. Mais malgré la réussite, parce que le bowling est monté au fur et à mesure des années sans jamais s'arrêter, toujours en hausse, toujours en hausse, toujours en hausse. Et donc c'est une affaire qui est quand même saine, mais quand même avec un gros endettement, on va dire, sur une seule tête. C'est ça qui fait peur un peu aux banquiers quand tu es une personne à risque. Je ne sais plus comment ils appellent ça, là, j'ai vu l'autre jour. Non. Donc c'est ça qui leur fait un peu peur, l'encours qu'il y a sur une seule personne. Dans ta tête, tu te dis quoi? Tu dis je vais faire mon bowling, je fais ça et ça ira jusqu'à ma retraite, ou est-ce que même avant d'avoir ouvert le premier bowling, tu te dis ben tu prépares déjà l'avenir, quoi? Oui, monsieur. Dès que j'ai créé le bowling, je savais déjà que je ne m'arrêterais pas là. Euh, Pas dans le fait de vouloir aller en faire d'autres, puisque dans la boulangerie, j'ai eu le même cas quand j'étais à Paris. On m'avait déjà demandé d'aller en créer plusieurs à Paris et j'avais refusé parce que soit j'étais trop jeune et je ne me sentais pas encore le pouvoir de savoir déléguer. Ça, c'est super important dans les affaires, de savoir déléguer aux bonnes personnes et de faire confiance aux personnes à qui tu délègues tes entreprises. Et donc là, quand on a créé ce bowling, je savais que j'allais continuer, mais à mécher, que j'allais continuer à développer derrière, parce que les parcelles derrière appartenaient toujours aux autres, aux cousines encore. Et je savais en négociant tranquillement avec elles qu'on arriverait à avoir d'autres parcelles et de continuer à s'agrandir. Parce que quand on a créé le bowling, on était au tout début du multi-activité. Et il y avait déjà quelques centres qui commençaient à être un peu comme nous, à pas ouvrir un bowling tout seul, mais à ouvrir bowling, kit park, trampoline ensemble. Bowling, kit park et laser game, parce que trampoline n'existait pas encore à l'époque. Donc oui, on savait déjà qu'on allait s'agrandir petit à petit. Parce qu'en plus, ouais, quand enfin, on parle du bowling parce que c'est le terme générique, mais de base, t'as tout de suite mis dans le premier, il y avait un pôle restauration, je crois. Il y avait le restaurant et le kit park. Ouais. Et la grande salle de billard qu'on a agrandi dès la deuxième année, parce qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et puis ça s'est jamais arrêté, parce qu'en fait, dès qu'un agrandissement se terminait et que ça cartonnait encore plus, moi j'avais tout de suite l'envie d'agrandir. Donc on a fait l'agrandissement, parce qu'il faut quand même plus de 2 ans pour lancer un projet. Donc le deuxième agrandissement s'est fini en 2012. Donc en 2014, on avait déjà le permis qui était en cours pour l'agrandissement, qui s'est terminé en 2016 avec le trampoline, le laser game, l'escalade et le cinéma. Et là, on a ouvert, bah pareil, rebelote, ça continue à s'agrandir. Et j'étais sûr, alors quelquefois, tu vois, sur l'escalade, tourne un petit peu moins bien que le reste. Mais j'étais sûr, quand on a vu le trampoline, qu'on allait essayer en Hollande, chez le fournisseur, là, Eindhoven trampoline, j'ai dit, mais c'est évident que ça va marcher. Et on devait être les premiers en France à installer ça. Et on a pris un peu de retard, et c'est Bordeaux qui a ouvert le premier. Et bah, tout de suite, ça s'est installé partout en France. Et puis,
Là, on l'a installé à Niort, à La Rochelle, à Rochefort en plus. Ça cartonne de dingue. Par contre, quand on a commencé à faire appel à nous dans les centres Leclerc, à Rochefort, à Lagore, bah là, il a bien fallu se dire, il va falloir trouver du monde. Et là, faire confiance à des gens. Donc en fait, j'ai fait comme je fais mon recrutement depuis quelques années. Je recrute que des gens souvent que je côtoie, mais pas forcément dans le milieu professionnel, que je vois dans une soirée, que je vois dans mon bar ou un truc comme ça. Moi, quelqu'un que je vois comme ça, qui se plaint jamais, qui est toujours en train de sourire. Alors ça, c'est plutôt un employé lambda, entre guillemets, hein, parce que pour moi, mes employés ne sont pas lambda, mais pour un poste classique. Mais pour un directeur, là, ça a été pareil. J'ai un seul directeur pour Lagore et Rochefort, parce qu'il s'occupe des deux. C'était un ancien commercial que je voyais toutes les semaines de chez France Boisson qui venait chez moi. Et ce mec-là, mais j'avais jamais eu un commercial comme ça qui était réactif, qui réglait toujours nos problèmes. Quand il y avait un problème de livraison, un problème de rupture, un machin, le gars nous réglait toujours le truc, quoi. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il est bon. Et quand j'ai voulu créer ce deuxième bowling, c'est même lui qui est venu vers moi. Il me dit, ouais, j'aimerais bien Il m'a pas dit, je veux m'occuper de ce bowling. Et pour moi, ça a été une évidence et pourtant, je n'avais pas pensé à lui immédiatement puisque quand on nous a refilé le bébé pour Rochefort, ça s'est vraiment fait dans l'urgence. J'ai accepté tout de suite sans savoir qui j'allais mettre comme directeur. Et lui, j'en ai parlé dès le rendez-vous après. J'ai dit, tiens, on va faire un bowling à Rochefort, tout ça. Beaucoup d'entreprises, entre guillemets, du moins avec des localités différentes. Pour toi, c'est quoi le principal souci? Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes ou qui est le plus contraignant Ah mince, j'allais dire les employés, mais ça, on ne peut pas les éliminer. Non, à Méchier, on n'a pas trop de problèmes de recrutement parce que on est dans un autre contexte, hein, entre le biki, tous mes employés biki, et donc la plage, le bowling, qui est quand même un travail intéressant, c'est du loisir. Le club de voile, ils sont tous soudés entre eux. Donc c'est naturel qu'ils tiennent à leur place ici. Ils aiment travailler chez nous dans une bonne ambiance et tout ça. Donc j'ai très peu de turnover à Méché. Sur entre 35 et 40 employés qu'on a à l'année, il y en a un, voire deux qui partent par an. Par contre, dans des villes comme Rochefort et Lagore, c'est plus compliqué, quoi. Que là, il y a un bassin d'emploi qui est quand même beaucoup plus important. Mais les équipes commencent à se faire, hein. Nous, on n'a pas réussi comme ça du jour au lendemain. Ça fait 11 ans qu'on est ouvert. L'équipe, c'est pas fait comme ça. Là, ça fait vraiment que 3 ans qu'on a vraiment hyper stabilisé l'équipe. Et Rochefort, on commence à avoir une bonne équipe là, qui est stable, parce que là, sur 14 là-bas, on en a une dizaine qui sont là depuis quelques temps quand même. Et puis Lagore, c'est pareil, on a recruté un jeune là, qui a fait ses études dans la gestion des pôles sportifs. Et donc là, le projet lui tient vraiment à cœur avec la création du bowling qu'on va faire en plus à Lagore. Et donc, c'est lui qui est chargé de créer son équipe et de créer la même émulation qu'il y a dans les autres, quoi. Mais je dirais que c'est un des trucs les plus compliqués. du moins pour se développer, quoi. Enfin, quand c'est plus possible que ce soit toi qui assure tout, trouver les bonnes personnes pour mettre autant d'énergie que toi, même si c'est rarement possible, je pense, mais pour gérer les affaires, c'est Ouais, et ça puis la difficulté, quoi. et puis il faut avoir. On revient au directeur. Un directeur qui gère le personnel un peu de la même façon dont tu le gères. Parce que si tu as quelqu'un qui hurle après tes employés et tout ça, et tu gardes les gens pas longtemps. Donc il faut vraiment quelqu'un qui soit vraiment dans la même façon de penser que toi, quoi. Et c'est quoi ta motivation première? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que avant l'argent c'est les projets et au final tu te dis de toute façon mes envies ou mes rêves ils sont rentables donc ça va ensemble mais qu'est-ce qui te motive d'abord? Alors l'argent, ça fait longtemps que c'est plus ça qui me motive, parce que depuis que j'ai vendu la deuxième boulangerie, j'aurais pu m'arrêter et ne plus travailler du tout dans ma vie. Ah non, moi c'est le challenge qui me plaît, de monter quelque chose, que ça fonctionne. Mon plaisir de tous les jours, c'est d'aller au bowling et de dire, tiens, il y a ça à faire, il y a ça à améliorer, il y a ça à améliorer pour que les gens soient encore mieux.
Donc moderniser l'outil de travail. Là, on vient de changer tout notre système de caisse. Là, et les employés vont avoir une facilité encore plus évidente de travail, des réservations sur Internet. Ça, c'est ce qui me motive tous les jours. C'est le plaisir d'aller là-bas, de voir tout le monde qui s'amuse, aussi bien le public que mes employés. Voilà. Bon, après, les affaires tournent, donc c'est bien aussi, hein, c'est plus facile, mais c'est loin derrière ça. Est-ce que c'est plus simple de piloter ton entreprise en Ah n'étant bah pas oui, tout le temps dedans, quoi? ah bah oui, c'est Mmh. évident. Nous, on voyage quand même pas mal. On va au Salon mondial tous les ans. Donc on a été une fois à Londres, une fois à Berlin, 2 fois à Barcelone, Paris, Göteborg. On voyage beaucoup pour voir ce qui se fait ailleurs. Et quand je voyage en France, je vais voir ce qui se passe aussi ailleurs. On regarde beaucoup de choses comme ça. On échange beaucoup avec plusieurs collègues qui ont des gros centres comme nous pour voir leurs problématiques, comment on pourrait améliorer. Et on apprend tous les uns des autres pour s'améliorer. Moi, j'ai pris le soin de prendre un coach pendant 10 ans. Donc, quelqu'un qui venait me voir une fois par mois minimum. Et ben, faut apprendre à pas se faire taper sur les mains, mais voilà, et de se dire ce que tu fais là, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça comme ça, faut entendre. Si tu prends un coach et puis que tu t'en fous de ce qu'il dit de son avis, non, si un gars qui a eu beaucoup d'expérience, alors nous c'était un coach qui était surtout sur la partie bar, restauration, hygiène. euh, donc, beaucoup sur ça parce que notre coach venait de France Boisson. Donc un gars qui avait été dans les Sofitel à New York, dans les trucs comme ça. Et donc lui m'a beaucoup appris. Beaucoup appris aussi sur la gestion des employés. Et donc ça c'était De ce qu'on entend et de ce qu'on sait, t'as pas subi d'échec, en fait, dans les affaires? c'est une fois à Royan où il y a la souris verte là maintenant. J'avais acheté ça avec un associé. Et moi c'était un investissement, c'est lui qui devait s'en occuper. Et au bout de 3 jours, plongeon direct, rien n'était fait, rien n'était préparé, parce que lui, il devait tout s'occuper, moi j'avais juste mis l'argent. Et donc là, ça a été un échec, donc on a revendu très vite. En fait, là où je voulais en venir, c'est que c'est bien de rester, parce qu'en définitive, je pense que pour réussir, il faut être humble. Alors, il y en a qui connaissent pas l'humilité, hein, mais qui réussissent aussi très bien, mais bon, c'est pas non plus un modèle. Toi, t'as quand même, enfin, c'est pas ce pseudo-échec, entre guillemets, t'as toujours été humble. Enfin, qu'est-ce qui fait que t'as toujours eu les pieds sur terre, en fait? Parce que il y a des menus réussites qui peuvent te faire prendre le melon, et puis c'est foutu. Je veux dire, après, tu te crois au-dessus des autres, et alors soit t'as de la chance et ça continue, soit à un moment donné, tu te prends un énorme carton et ça s'arrête. Mais d'après ce qu'on comprend de ton parcours jusqu'à maintenant, t'as toujours été quand même relativement terre à terre, quoi. Bah, on va dire merci à papa et maman pour l'éducation, certainement. Après, tu nais certainement avec un certain caractère, mais l'éducation fait quand même beaucoup là-dedans, je pense. Donc moi, j'ai toujours été plus ou moins humble dans tout ce que j'ai fait, quoi. Même si quelquefois, ça peut m'arriver de frimer et de faire le branleur, mais dans les affaires, oui, je reste les pieds sur terre et je fais pas le kiké, loin de là. La famille, du coup, c'est important pour toi? Je sais que enfin, tu Ah bah travailles oui. avec. Ouais, dans le bowling, là, actuellement, on a été jusqu'à 9 ou 10 sur la vingtaine d'employés du bowling de la famille, entre les frères, les enfants, les frères, les belles-filles. Il n'y a pas de difficulté à travailler en famille, il y a plus de positif, hein. Qu'est-ce que tu en ressors de ça? Alors, moi, de tout ce que j'entends de tous mes collègues qui ont des complexes comme nous, ils m'envient beaucoup de travailler en famille. Parce que ce qu'on parlait tout à l'heure, de ne plus faire les fermetures quand tu as 50 ans et que tu n'as plus envie d'être jusqu'à 2 heures du matin dans le truc et de revenir à une vie normale, entre guillemets, à rentrer chez toi à 19 heures, pouvoir manger tranquille, avoir une vie presque normale, on va dire. Donc ça, c'est bien pour ça. Donc beaucoup nous envient pour ça. Après, ben, travailler en famille, oui, ça peut être très dur, mais c'est toujours pareil, comme je leur dis sur papa et maman, ben, tout est dans l'éducation. Si tu parles mal à tes enfants, si tu les as mal éduqués, si tu t'embrouilles tout le temps avec eux, ben, ça va être un peu pareil avec les belles-filles, ça va être pareil avec mes frères. La règle est établie, c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Et eux, ils cherchent pas, ils font leur job, ils le font très bien. J'ai pas besoin de m'occuper d'eux, de leurs commandes, tout ça. Ils savent qu'ils doivent faire leur boulot et tout se passe très bien, quoi. Il n'y a pas de, Il y a pas de il y a- passe-droit, quoi. Tout ouais, le monde ouais, fait ouais. son boulot, quoi. Ouais. J'ai toujours vécu là-dedans. Tout petit, j'allais en boutique servir les gens.
Je sais pas à quel âge j'ai commencé, mais je pense que j'ai dû commencer vers peut-être déjà à 10 ans, être dans la boutique et à vendre une baguette, quoi. Le contact, je l'ai toujours eu, j'ai toujours vécu là-dedans. En plus, mes parents qui étaient bénévoles dans plein d'associations, des écoles, du foot et tout ça. Donc, tous les tontons qui étaient, moi j'étais en Bretagne, ils avaient tous une ferme, hein. Il n'y a que mon père qui était sorti de ça, qui était boulanger. Les jours de marché, ça venait, c'était un va-et-vient sans arrêt dans cette boulangerie entre mon père qui était aux AFN, donc ancien combattant d'Algérie, les gars qui venaient, tout ça, le foot pareil, enfin il y avait toujours du monde. Moi j'ai vécu dans un monde où ça bougeait sans arrêt, quoi. Euh, donc du coup on en était resté où tu as ouvert, donc en termes de chronologie, tu as ouvert le premier bowling à quelle date exact? 2011, Du coup tu as réagrandi rapidement. en 2012, un an pile poil après. On a ouvert en juillet 2011. En août 2012, on ouvrait l'agrandissement, le premier agrandissement. Donc, il n'a pas fallu traîner de temps pour perdre du temps pour déposer le permis, tout ça, que tout soit accepté. Le deuxième agrandissement, pardon, c'est en 2016. Troisième agrandissement, enfin quatrième, on va dire, parce qu'on a agrandi le trampoline même pas 2 ans après. Et là, 2023, le karting, alors qu'on aurait dû ouvrir en 2019-2020, quoi. Du coup t'es au dernier agrandissement sur Méché, tu vas ouvrir un karting entre autres. Ouais, karting indoor avec piste sur 2 niveaux. Avec, en fait, pareil, hein, encore une fois, on s'est promené un peu partout. On a été voir ceux qui savent faire. Donc à Lyon, Onlycart, qui est un des plus gros de France et qui gère un gros réseau d'entreprises. Donc ça tourne de dingue là-bas. Euh, on a rencontré ceux de Nantes. On a rencontré des collègues aussi au Salon Mondial qui ont plusieurs kartings aussi. Et puis on a discuté avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc on a décidé de partir sur l'électrique et de faire aussi l'effort sur... on est toujours pareil, on a un métier d'accueil, donc les gens doivent en avoir pour leur argent. Donc le circuit doit être joli, agréable à conduire, agréable en visuel. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a pris un fournisseur qui est français, là, qui est basé à Dubaï, donc il fait un peu des circuits un peu partout dans le monde, avec un système de sécurité qui nous semble approprié à ce qu'on veut faire, avec des, des rambardes en fait qui sont reliées à un système de caoutchouc où il y a vraiment Une quand le absorption. véhicule, si ouais, il y a une absorption qui est pas mal dessus. Il y a d'autres fournisseurs qui sont avec des ressorts notamment et qu'on trouvait trop accidentogènes pour moi, même si on n'entend pas parler plus que ça d'accidents chez eux, mais bon, moi je préfère assurer. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, sur la beauté du bâtiment à l'intérieur, euh, le visuel, la sécurité, et avec un bar immense, quoi. Là, il y aura un bar immense qui fera 400 mètres carrés, avec vue sur le circuit, puisqu'on sera en hauteur, avec des grandes baies vitrées, où les gens pourront voir les collègues s'amuser et tourner. On a choisi un système de chronométrage aussi qui est vraiment au top. C'est des gens qui sont arrivés sur le secteur il y a une dizaine d'années. Et tu vois, quand tu tournes, déjà, tu es pris par ta conduite. Tu arrives sur la ligne des stands et tu vois ton temps. Longtemps. Et sauf que souvent, c'est tes initiales qui sont devant ton temps. Alors, tu n'as pas de temps de tout lire. Alors que là, avec ce système-là, c'est ta tête que tu vois. Donc, tu vois tout de suite, tu vois ta tête, tu vois le score à côté. C'est top. Quand on l'a essayé à Lyon, là, même pour le mec, moi qui n'étais pas habitué, parce qu'au début, je suis un peu un boomer, moi, hein, donc au début, je tournais à 1,10 le tour, et mon fils était déjà à 53 secondes. Et puis petit à petit, c'est descendu. Mais c'était top moi qui n'étais pas rassuré au départ, tout de suite, je voyais mon score parce que je voyais ma tête à tout côté, quoi. Donc voilà, on a pris tous les acteurs qui nous semblaient les meilleurs pour faire quelque chose de top. Donc on espère qu'on va faire vraiment quelque chose qui va plaire aux gens avec le karting, donc avec 10 cartes pour les enfants. Donc on aura les grosses journées de vacances scolaires, on aura souvent soit une session d'adultes et 2 sessions d'enfants, ou inversement. Mais il y en aura pour tout le monde, ouais. Donc là, pour les enfants, c'est 7 ans, 14 ans. Et à partir de 14 ans pour les cartes adultes. Et après, en bas, dans le grand hall du karting, on aura un mini karting pour les tout petits, donc de 2 ans à 7 ans, où on l'a déjà installé à la Gare. On aura un circuit qui sera décoré
avec des cabanes. Ils passeront sous les cabanes avec les kartings. Et alors, ça va pas vite, hein, c'est vraiment pour les petits. Mais là, un des parents peut accompagner, peut monter dans le karting avec le petit pour lui apprendre les premières notions de conduite là-dessus. Au niveau du terrain, du moins à Méché, ça semble être compliqué d'aller beaucoup plus loin par la suite. Ouais, là, Est-ce que tu pourras te suffire de ça ou est-ce que tu as besoin quand même de créer des grandes choses? ben, je sais pas. Pour l'instant, j'ai dit non à d'autres projets, notamment un autre Leclerc qui nous a demandé de faire un autre projet. Et je ne l'ai pas définitivement arrêté, mais je l'ai mis en stand-by pour l'instant parce qu'on a Niort qui est en train de s'agrandir, Lagore qui est en train de s'agrandir, Méché qui s'agrandit, mais de beaucoup. Et l'année prochaine, c'est Rochefort qui doit s'agrandir. Donc, je pense que j'ai encore au moins plus de 2 ans de projets à réaliser. Et après, je suis pas sûr que je continuerai. Mais bon, on peut jamais dire non. Après, ce sera peut-être mes gosses qui voudront continuer et faire d'autres projets. Et là, éventuellement, je les accompagnerai s'ils veulent. Mais moi, je suis pas sûr que c'est moi qui continuerai à faire d'autres gros projets, quoi. Encore quelques petits projets au Biki. Donc, je pense que j'ai de quoi m'occuper encore pas mal de temps, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'un gros projet comme ça, je te dis, c'est 2 ans de boulot à peu près, quoi. Donc, quelquefois, quand tu rentres chez toi, tu te dis ah, je suis content de ne pas avoir lancé ça finalement. Et puis, le piège, c'est quand je me promène à droite et à gauche, que je vais à un salon mondial ou que je vais voir un collègue, je dis ah putain, ça me donne. C'est comme les Ça travaux, me- quoi. ouais, Quand t'es dedans, tu dis plus jamais. Et une fois que t'as ouais, fini, tu profites de ce que t'as fait. Tu dis, oh, ça même, je vais ressortir un outil, ça me manque. ouais, c'est ça, ça te donne envie de refaire autre chose. Donc, je dis pas que c'est terminé, mais Est-ce que t'as encore un but ou est-ce que tout ce qui vient maintenant, c'est que du plus? non, tout ce qui vient maintenant, c'est que du plus. À un moment donné, tu te rappelles, on y était allés tous les deux à la mairie de Saujon. On avait rencontré une maire de Saujon pour un autre projet, un parc aquatique. Et on avait commencé à avancer sur le truc. Je devais même me déplacer en Allemagne, voir le fournisseur de ceux qui mettent les toboggans en inox là, dans les center parks. On avait déjà eu un devis, tout ça, mais que sur une partie, que sur la partie toboggan. Et là, c'était des projets tellement énormes, parce que rien que sur les toboggans, on était à presque 4 millions d'euros. Donc quand tu rajoutes la couverture, le bâtiment, le machin, on allait sur des projets à largement plus de 10 millions d'euros. Et puis le problème, c'était derrière les coûts d'entretien, quoi. J'étais vraiment pas du métier, quoi. Tu ouvres un bowling, c'est facile. Tu ouvres un bâtiment, bon, tu sais que tu vas avoir un peu de chauffage, un peu de clim. Là, déjà, quand tu as une piscine chez toi, quand tu vois combien ça coûte d'entretien entre la filtration, le sel, les produits, l'électricité et tout ça. Donc trop d'inconnus. Donc, et pourtant, je peux te dire qu'à chaque fois que je vais à Center Park, je sors de là-dedans et j'ai putain, j'ai envie d'en faire un. Et non, non, je suis raisonnable et on peut pas s'aventurer dans des trucs comme ça où les coûts. Et encore, je te dis, ou alors il faudrait être accompagné vraiment par quelqu'un qui te dit voilà, dans le métier, c'est comme ça que ça se passe. Combien coûte ceci, combien coûte cela. Mais ouais, on aurait bien aimé faire ça, comme dans certains. Comme Arcachon, il y en a un à Arcachon, on était allé le faire, celui qui est à côté d'Arcachon, là, et de se dire qu'on pouvait avoir ça. Et en plus, moi, je voulais le faire en indoor aussi. Donc, tous les toboggans revenaient comme dans le Center Park. Et on voulait faire un autre concept, puisque moi qui vais souvent dans les Center Park, on voit les défauts qu'il y a, quoi, les erreurs qu'ils font. Je comprends même pas comment ils peuvent faire des erreurs comme ça, où il y a moyen de faire beaucoup plus de consommation et de beaucoup plus de chiffre d'affaires dans un lieu comme ça. Et là, on est allé voir le dernier là, qui est à côté de Langon, là, en dessous de Bordeaux. Et ils ont tout fait en plus petit, c'est nul. On va même pas y retourner parce que finalement, c'est le moins bien qui a été fait, alors que c'est le dernier qui a été construit, quoi. Donc voilà, ça c'était un des projets qu'on avait eu. La mairie de Saujon était partante là-dessus. Et finalement, trop de danger. Donc maintenant, on est devenu, après 50 ans, un peu plus raisonnable, on fait attention. Tout ça, c'est un tout, de toute façon. Tu vois, souvent, on entend les activités, les patrons, c'est des cons, les employés, c'est des cons. Non, tout le monde va dans la même direction. Tout le monde. Donc moi, je suis parti plus là-dessus maintenant avec mes employés, où ils ont de l'intéressement, par exemple. Donc tout le monde est gagnant, donc tout le monde va dans le même sens. Et puis effectivement, quand tu as plus les moyens de faire les choses, bien, donc le triptyque d'avoir les bons employés,
d'avoir le bon accueil et les bons outils pour tout ça, quoi. Globalement, en fait, t'es plutôt heureux. Enfin, tout se passe bien, quoi. Oh, tout se passe. Oui, non, de toute façon, après, c'est toujours question d'argent. Quand il y a un problème avec un employé, ça va être une histoire d'argent. Quand il va y avoir un problème euh, avec un moteur qui casse, voilà, il y en a pour 1 200 euros, le moteur il a cassé, la lampe du projecteur elle a pété, il y en a pour 2000. Ce n'est qu'une question d'argent. Donc l'entreprise est là pour ça. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai scindé l'entreprise et le gérant de l'entreprise. Moi, maintenant, j'ai un salaire. Quoi qu'il arrive, j'ai mon salaire. Après, ce qu'il y a sur le compte du bowling, c'est pas à moi. Donc, quand il y a de l'entretien partout, il y a des coûts partout, et puis c'est comme ça. Donc, en fait, c'est pas du tout un problème. Toi, tu t'es jamais dit que tu bossais trop? Non, parce que moi, quand ils étaient petits, j'avais les boulangeries, donc ils venaient à la boulangerie souvent. Ils venaient même aider l'été et tout ça. Et, euh, et puis là, ben, depuis que j'ai le bowling, ils étaient déjà plutôt assez grands ou ados. Donc, non, non, ça n'a jamais été un problème. Et j'estime que, non, non, moi, je suis tranquille, hein, je me réveille comme tout le monde le matin. Je vais au boulot à 8h, 8h30. Et puis, le soir, je rentre de bonne heure maintenant, hein. Je ne suis plus jamais le soir au bowling, c'est fini. Après, c'est vrai que d'avoir eu un rythme de travail de boulanger, peut-être même que quand t'as démarré le bowling, tu te sentais déjà un peu, pas libéré, mais c'était peut-être moins complexe en termes d'horaire. Ah bah, carrément. Donc déjà, même un volume de travail au bowling important, il te semblait peut-être déjà un peu moins... Bah déjà, quand tu es boulanger, alors moi j'ai vécu ça tout petit, il faut que tu te lèves à 1h, 2h du matin. Et là, je travaillais en moyenne 16 heures par jour. Mais 16 heures où je travaille, quoi. J'ai pas de pause, c'est 16 heures de travail. Là, maintenant, je te dis, moi, par jour, là, ça m'arrive le matin de me dire, bah, j'ai pas envie, j'y vais pas. Je Ou crois que c'est le alors, luxe bah, en suprême, en moyenne, fait. je sais pas, je travaille 4 heures par jour, moi, même pas. Donc c'est plus maintenant l'intelligence, entre guillemets, réfléchir à ce qui va se passer, à prévoir, mais plus de travail comme ça où tu te lèves le matin, putain, ouais, j'ai 2000 baguettes à faire, et puis il faut que je sois prêt à 6h30 parce que le premier, il arrive à 6h30. Donc ça, il y a plus ça du tout. Mais par contre, parfois, tu choisis de le faire, parce qu'au Biki, ça t'arrive de Ah, au faire ton Biki, je fais pain, toujours enfin, mon pain tous les jours, et encore tout à l'heure, je suis allé faire des madeleines encore. on n'en a pas eu, nous. Et ce week-end, j'ai fait le pain pour le bowling aussi. Bah, parce que j'aime ça, je suis né là-dedans, j'ai ça dans le sang. Je renie pas du tout mon premier métier qui a permis vraiment de faire tout ça, mais je suis content d'avoir changé. En fait, la richesse, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, quoi. Ah bah ouais, totalement. Et je comprends qu'on est, la France est un des pays où on a le plus d'entrepreneurs individuels. C'est tellement bien quand tu es ton patron et que tu décides ce que tu vas faire. Quand ça marche. Ouais, bah oui, aussi, oui. Oui, parce qu'il faut bien des employés aussi, parce que sinon, je vois pas comment on pourrait y arriver sans eux. Mais c'est tellement bien et encore que chez nous, chacun a un petit peu son mot à dire. Si il a une préférence, moi cette semaine, je pourrais pas, est-ce qu'on pourrait plutôt me mettre là? Tu vois, c'est pas figé. Dans la boulangerie, t'as pas le choix, hein. Le boulanger, il doit être là à telle heure et puis on peut pas changer. C'est toute l'année, c'est comme ça. Nous, dans notre métier, s'il y en a un qui me dit, moi la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous là et là, je pourrais plutôt commencer là, bah, on change avec un autre et puis ça se fait comme ça, il n'y a pas de problème. Le concept s'appelle SouNZT, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que l'audience, ça devait pas, la caméra n'était pas en route. C'est une drogue dans un film qui te permet d'augmenter de manière sacrément importante tes capacités intellectuelles. Si toi, tu avais la possibilité de prendre cette drogue, qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi tu vois, ça peut être, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont des problèmes d'organisation, genre qui n'y arrivent pas, qui savent pas organiser leur temps. Tu as des entrepreneurs qui n'arrivent pas à réfléchir. Enfin, si toi tu étais sous NZT, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu apprécierais, quoi? Je trouve que j'ai une super belle vie, je suis bien, donc je dis pas qu'on fait tout parfaitement, mais je pense que si je prenais cette drogue-là, il y a des chances que j'en ouvrirais un peu partout, hein. Parce que j'ai plein d'idées partout où en ouvrir, hein, de partout où je vais me promener. Je dis, mais quoi, il y a pas de complexe de loisirs ici? Pourquoi ils en ont pas? Pourquoi ils ne le font pas? Et alors que, tu vois, il y a encore des bowling qui ont fermé récemment dans des villes de 20 000 habitants, et je comprends pas pourquoi ça a fermé, quoi. Et que personne n'a voulu en racheter. En gros, si tu avais la possibilité là maintenant de te revoir
euh, au moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Ou est-ce que tu te dirais, Ouais, j'aurais commencé plus vite, hein. ouais, Les freins que j'ai eus ou les mauvais conseils ou les craintes qu'avaient, comme j'ai dit au début, certains de mes patrons qui me disaient ouais, ça coûte cher, on va encore changer ça, ils pleurnichaient tout le temps. Ouais, j'aurais commencé certainement plus vite. Quand tu vois quelquefois à la télé la réussite de certains qui commencent déjà à 20, 22 ans à ouvrir leur première entreprise, ben, chapeau, parce qu'il faut en avoir pour commencer déjà là. Et puis, moi, ce que j'admire souvent, c'est que bah, j'en suis aussi la preuve, entre guillemets. Moi, j'ai mon CAP boulanger, j'ai commencé comme ça. Et on n'est pas plus con qu'un autre. Donc, j'arrive d'un milieu modeste quand même. Donc, tout le monde peut, quoi. Tout le monde peut réussir en ayant la bonne idée. Et on a le cas tous les jours hein, de reportages avec un gars qui a réussi, qui a créé ça, qui a eu cette idée-là. Et même si tous ces trucs ont été créés comme Facebook, machin et tout ça, les Internet et tout ça, ben, c'est que le début parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui peuvent être créées. Et, mais dans tous les domaines, des mecs qui ont arrêté l'école à 12 ans ou à 13 ans et qui ont super bien réussi dans la vie parce que ils ont ça dans le sang, quoi. L'entrepreneuriat, il faut l'avoir dans le sang. Tu peux avoir fait 15 ans d'études et puis être un gros nul, quoi. si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, parce que je pense que toi, tu serais en mesure maintenant de coacher ou du moins d'aider, d'accompagner des jeunes. L'élément fondamental pour se lancer dans de bonnes conditions, pour toi, c'est quoi? Ou du moins les éléments. Il faut avoir la bonne idée et en parler beaucoup aux gens autour de soi. Et pas forcément que des proches qui vont te dire ah ouais c'est bien, non, il faut aller vraiment voir d'autres gens et qui vont te dire non mais ton idée elle est nulle ou ton idée elle est top. Donc quand on a fait certaines formations, on rencontre pas mal de gens dans les formations où quand tu refais ta mise à jour alors, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là où tu peux former des gens. Le compte CPF. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le truc où tu dois. Vous savez que vous T'es avez obligé de repasser la formation pour pouvoir former des gens, des apprentis et tout ça. Et là, je suis retourné l'autre jour et il y avait des mecs qui étaient en préparation de projet, mais t'entends des projets, mais c'est pas possible. Qui c'est qui va. Il n'y a pas une banque qui va prêter pour ça quand même. Donc, quelquefois, il y en a qui sont dans leur bulle, qui sont persuadés que leur truc, ça va être top et tout ça. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est que celui qui a. Alors, tu vois, moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à Méché, qui veulent ouvrir un concept comme nous en France. On n'est pas concurrents. Hein. Les mecs qui ouvrent à Bar-le-Duc ou qui ouvrent à Saint-Jean-de-Luz, moi, c'est pas un concurrent. Donc, on est là, on est certains en France comme ça, où par notre fournisseur de bowling, on accueille tous ces gens et on leur fait voir. Et on leur dit, faites attention à ça, faites attention à ça, faites plutôt ça. Après, c'est que du conseil. Mais ouais, le conseil est super important. Je reviens au coaching, hein. C'est la même chose. Hein. Tu veux t'installer à ton compte, parle-en à un maximum de gens à côté. Et puis de toute façon, en général, alors même si les banquiers, tu vois, au Biki, ils n'ont jamais voulu me prêter, alors qu'ils savaient que ça allait marcher, ben, ils ne m'ont pas prêté quand même parce qu'il y a un Gugus au-dessus qui a dit non, non, je ne prêterai pas. Mais en parler à un maximum de gens pour être sûr, parce que quelquefois, c'est un projet de toute une vie. Et mettre, alors surtout si c'est un projet qui a un coût, tu te lances dedans, tu fous tout en l'air d'un coup. Donc, ouais, il faut en parler, si possible, à des entrepreneurs. Quelqu'un qui veut s'installer, il va voir tonton Lucien qui est plombier ou alors un ami qui est coiffeur et qu'il en parle à des gens qui ont déjà entrepris. Eh ben merci. C'était top. Franchement, c'était très cool. Eh ben merci. Eh ben rendez-vous pour une prochaine fois. On peut continuer hein, si vous amenez un... un peu de rhum encore.